Salut, aujourd'hui on va parler de la carrière des fonctionnaires dans la territoriale. Ce qu'il faut déjà savoir avant de lancer la map que je vais vous proposer, c'est que c'est pas pareil qu'à l'État. Encore une fois, il y a une petite différence entre la territoriale et l'État. À la territoriale, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez un concours, vous n'avez pas forcément un poste tout de suite. Vous avez, là je vais le dire avec mes propres mots, mais c'est pour qu'on comprenne bien, c'est en gros on vous donne l'autorisation de postuler sur des postes de titulaire. Donc c'est un versant négatif, c'est-à-dire que vous n'êtes pas assuré d'avoir votre poste tout de suite. Par contre, le versant positif, c'est que vous avez un contrôle sur l'endroit où vous voulez travailler. Est-ce que vous voulez travailler en mairie, en région, etc. Donc l'endroit, on va dire la collectivité, et puis l'endroit géographique. Vous pouvez postuler à côté de chez vous, loin de chez vous, faites ce que vous voulez, vous contrôlez quand même beaucoup plus qu'à l'État. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, là je le développerai un petit peu plus dans la map, c'est toute cette histoire de grades, d'échelons, de cadre d'emploi, etc. C'est pas super clair. J'ai essayé de le mettre de façon un petit peu plus intelligible dans la map. Donc je vous propose tout de suite qu'on aille voir ça. Donc la carrière du fonctionnaire territorial, avant de rentrer dans le vif du sujet avec les 6 étapes de cette carrière, un petit préambule sur le fait que pour pouvoir être recruté, un fonctionnaire territorial est soumis à des conditions particulières. Après une période de stage, voilà, c'est son début, il sera ensuite titularisé dans un grade. Ce grade lui permet d'occuper plusieurs emplois et sa carrière pourra être rythmée par des avancements d'échelon, voire de grade, qui le conduiront à la retraite. Ça, c'est le déroulement un petit peu classique d'une carrière dans la territoriale. Donc d'abord le recrutement. Donc pour être recruté dans la territoriale, il faut être de nationalité française. Quelques exceptions subsistent, mais bon, la règle classique, c'est qu'il faut être de nationalité française. Il y avait eu un débat aussi assez houleux sur le fait que des étrangers puissent être fonctionnaires territoriaux il y a quelques années, mais voilà, on ne va pas rentrer là-dedans. En tout cas, voilà, la règle, c'est ça. Il faut jouir de ses droits civiques et avoir un casier vierge ou jugé compatible avec les fonctions exercées. Souvent, on pense qu'il faut un casier vierge, mais finalement, enfin, pour certains délits, ça peut passer. Bon, je vous encourage pas à avoir un casier non vierge, hein, évidemment, mais bon, selon les cas, ça peut passer. Il faut avoir une position régulière au regard du code du service national. Donc pour tous les gens comme moi qui ont la trentaine, c'est juste la journée là, de formation, enfin pas de formation, mais bon voilà, la petite journée, c'est plus le service militaire comme nos parents. Bon, et puis pour les plus anciens, effectivement, ça peut être le service militaire. Il faut être apte aussi physiquement, donc avec une attestation par un certificat médical délivré par un médecin agréé. Et enfin, pour le recrutement, nous observons deux principes fondamentaux qui sont l'égale admissibilité, c'est-à-dire que toute discrimination est interdite. Si vous n'êtes pas recruté, ce n'est pas parce que vous êtes croyant ou je ne sais quelle raison, c'est voilà, parce que professionnellement vous ne correspondez pas. Et enfin, le deuxième principe, c'est le recrutement par concours, qui est le recrutement classique, qui est la règle vraiment générale. Il y a des exceptions, notamment sur des postes de catégorie C, mais bon, normalement, la grande majorité des gens sont recrutés par concours. C'est ça la règle dans la fonction publique, et y compris dans la territoriale. Ensuite, vous avez le stage. Donc le stage qui dure un an, normalement. Donc c'est une période probatoire au cours de laquelle est vérifiée l'aptitude à l'exercice des fonctions. C'est-à-dire qu'en gros, on vous teste. Hein, pendant cette année, vaut mieux bien faire son travail. Alors après aussi, hein, évidemment, mais pendant cette période, voilà, vaut mieux se tenir à carreau et puis bien faire son taf, et dans le but d'être titularisé. Donc la nomination comme stagiaire dans un cadre d'emploi se fait par arrêté de l'autorité territoriale. Donc par arrêté, en fait, c'est tout simplement comme un contrat de travail. Hein. Voilà, et puis comme je vous ai dit, c'est un an de stage. Si vous faites l'affaire, ce qui est le cas de la très grande majorité des cas, eh bien, vous êtes titularisé. Bravo, ça y est, vous êtes fonctionnaire, enfin.
Et si c'est pas bon, par contre, vous pouvez avoir une prolongation de stage après avis de la CAP, donc Commission administrative paritaire. L'administration doit quand même justifier des raisons pour lesquelles elle ne vous titularise pas. Je ne sais pas, est-ce que vous avez fait preuve, je sais pas, d'agressivité, d'incompétence, ou bon, voilà, il faut quand même que ça se justifie et la CAP étudie du coup votre cas pour voir s'il y a prolongation de stage ou titularisation, enfin voilà. Donc justement la titularisation, qui n'est pas un droit, l'administration peut très bien vous refuser une titularisation parce qu'elle estime que vous ne faites pas l'affaire. Ça reste très rare, mais ça peut exister. La titularisation est la décision qui confère à un agent la qualité de fonctionnaire après nomination dans un emploi permanent. Bon, tout simplement, voilà, vous devenez fonctionnaire, un vrai fonctionnaire titulaire. Cette décision est prononcée par arrêté, encore une fois, comme pour le stage. Donc voilà, ça vaut contrat de travail, mais voilà, cette fois-ci vous êtes titulaire. Et ça s'accompagne d'un classement à un échelon du grade. Donc pour l'avancement de grade et d'échelon, le grade d'abord, je vais essayer d'être le plus clair possible sur tout ça, grade, échelon, cadre d'emploi, etc. Donc, avancement de grade. Un grade se situe à l'intérieur d'un cadre d'emploi. Cadre d'emploi, pour faire simple, c'est votre catégorie A, B ou C. Ça, c'est le plus général. Si on descend d'un cran, vous avez le grade. Le grade, c'est par exemple rédacteur principal de deuxième classe. Voilà. Ou rédacteur tout court, de première classe ou de deuxième classe. Voilà, ça, c'est des grades. Donc, et ensuite, en dessous, vous avez des échelons. On y viendra après. L'échelon, c'est par exemple, je ne sais plus exactement le nombre, mais admettons, il y a 9 échelons dans un grade. Donc vous êtes, par exemple, si on va du plus global au plus précis, vous êtes catégorie B. Vous êtes dans le cadre d'emploi catégorie B. Vous êtes, dans votre grade, vous êtes rédacteur principal deuxième classe. Et dans votre échelon, vous êtes troisième échelon et vous avez 9 échelons. Voilà. Donc tout ça, ça définit à la fois vos missions, le type d'emploi que vous pouvez occuper et surtout votre salaire, votre traitement. Donc l'avancement de grade, pour revenir à nos moutons, donc se situe à l'intérieur d'un cadre d'emploi OK, se traduit par une augmentation de traitement du coup, puisque vous augmentez de grade, et il y a 3 modalités. L'avancement au choix, c'est après avis de la CAP et inscription sur tableau d'avancement. L'avancement par examen pro, donc l'examen pro, c'est pas un concours, ça ressemble beaucoup à un concours, mais là il suffit d'avoir une certaine note. Alors de mémoire, je crois qu'il faut avoir la moyenne, mais je ne suis pas sûr à 100%. Mais voilà, contrairement au concours où vous avez un nombre de places limité, où là la note se situe en fonction du niveau global en fait. Là, l'examen pro, il faut une note, si tout le monde a cette note-là, tout le monde a l'avancement, quoi. Et donc l'avancement après sélection par concours pro, c'est aussi une dernière modalité. Enfin, l'avancement d'échelon. L'avancement d'échelon est un peu plus automatique puisque lui, c'est vraiment la notion de temps qui fait que vous passez d'un échelon à un autre. Vous avez 2 temps. Ça aurait été plus simple si sur chaque échelon, par exemple, vous deviez passer 2 ans. Non, là, il y a un temps long et un temps court. Donc il y a un temps maximum qui est de droit, c'est-à-dire que par exemple l'échelon 3 de votre grade, vous devez y passer entre 1 an et 2 ans. Donc 1 an c'est au minimum et votre collectivité peut choisir de vous augmenter d'échelon au bout de ces 1 an, mais elle n'est pas obligée de le faire. Par contre au bout des 2 ans, elle est obligée de le faire. Là c'est de droit, vous êtes obligé de passer à l'échelon supérieur. Voilà. Ensuite la promotion interne. Là, ça correspond à un changement de cadre d'emploi. Donc on passe de B à A ou de C à B, par exemple. Ça doit être justifié par une certaine expérience professionnelle. Donc autant vous dire que c'est pas au bout de 2 ans, 3 ans, même 5 ans qu'on vous propose ça. Et ça s'effectue par l'inscription sur une liste d'aptitudes établie après avis de la CAP ou après un examen pro. Et c'est limité par l'existence de quotas. Là, effectivement, puis ça reste, j'ai l'impression, en tout cas dans ma collectivité, que c'est de plus en plus rare.
Mais voilà, bon, ça existe encore en tout cas. Et puis c'est pour parler en interne, normalement il devrait y avoir une loi d'ici 2016 justement sur la carrière des fonctionnaires qui justement reprend un peu ces éléments de promotion interne. Pour l'instant, je ne sais pas trop ce qu'il en sera, mais ça sera amené à évoluer prochainement assez clairement, quoi. Et puis bah, enfin la retraite. Bravo, vous avez fait toutes vos années de fonctionnaire et vous avez le droit à une magnifique retraite. Bah écoutez, c'est déjà, alors il y a un régime spécial de sécurité sociale, ça s'appelle la CNRACL. Il y a une limite d'âge en fonction de catégorie. Alors là, c'est pas catégorie A, B ou C, c'est catégorie au sens sédentaire ou actif. Un travail de bureau et un travail sur des chantiers, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis en fonction de sa date de naissance. Donc là, pour l'instant, c'est à 62 ans pour la retraite à taux plein pour les agents sédentaires nés à partir de 1955. Bon, je vous apprends rien en vous disant que c'est une question sensible et que ça évoluera sûrement dans les années à venir. Mais voilà, pour l'instant en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, si vous avez des commentaires, des ajouts, des compléments ou des questions tout simplement sur ces notions de carrière, eh bien mettez-les dans les commentaires, ce sera avec plaisir que je vous lirai. À bientôt.